Chers amis fidèles de TV Auxois, toute l'équipe vous souhaite une excellente nouvelle année. Jacques Brel avait une très jolie parole. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. D'aimer ce qu'il faut aimer et oublier ce qu'il faut oublier. On nous regarde également depuis des terres françaises lointaines. L'occasion de saluer tous nos amis ultramarins et de rappeler que la France est le seul pays du monde à avoir 13 fuseaux horaires. Les premiers à célébrer 2026 étaient les habitants de Wally et Futuna. 11 heures avant nous. Mais revenons dans notre belle région, ou presque, pour un sommet riche et diversifié. Les Cœurs louches donnent de la voix pour le Téléthon. Commarin sur les traces d'Henri Vincenot. Tintin parle en patois de l'Auxois. Le scintillant marché de Noël de Bligny. VI a rendu hommage à son ancien maire. Une fresque pour la cohésion à Bligny-sur-Ouche. Les agriculteurs toujours mobilisés à Créancé. Les tableaux retrouvés de Blancé. Cayenne Chailly, une histoire de cœur. Après Octobre Rose, les Cœurs louches étaient de nouveau sur la scène cette fin novembre à Bligny-sur-Ouche pour le Téléthon. Épaulés par le Club de l'Amitié du Val-d'Ouche, l'Agora, l'école et la municipalité de Bligny, des peintres locaux, la section aquarelle, les chanteurs ont donné une fois encore de la voix dans un répertoire dédié à la couleur et à la diversité. Ça faisait longtemps, ça n'est pas vu, à petit soir, dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il faisait beau. Les Cœurs louches, groupe de chant, a proposé donc 2 concerts sous le titre Arc-en-ciel, avec un répertoire basé sur des chansons avec des couleurs, de la vie, de la diversité, mettant en avant le besoin d'accepter les différences. Et tout ça donc dans le cadre du Club de l'Amitié du Val-d'Ouche et l'école Caroline Aigle qui a décoré la salle avec des silhouettes d'enfants. L'important c'est de prendre du plaisir à chanter et que les gens qui sont venus aient eu aussi également le même plaisir que nous avons eu à préparer ces concerts. Mais voilà l'homme, sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille, ses ânes de pain. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'entrée de nos veines, on écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs enfants de Le jour du Téléthon, on aime parcourir les petits villages parce que ça nous fait plaisir vraiment d'aller rencontrer les organisateurs. Et puis pour nous, c'est toujours des moments touchants et agréables de voir ce que font les gens. Je suis vraiment surpris, étonné que la salle soit aussi comble pour cette belle cause. Aujourd'hui, tout ce qui est amyotrophie spinale, maladie de Duchenne, l'avancée et les résultats sont là après 39 ans de bataille, mais il reste encore beaucoup à faire. Et entrer dans la danse, allez, venez, et entrer dans la danse. Il fallait braver un froid perçant pour suivre les pas de notre grand conteur et passeur de mémoire Henri Vincenot. Commarin avait tenu à lui rendre hommage en organisant 2 journées remplies d'émotions et riches de découvertes. Le château, il ressemblait pas tout à fait à ça. En fait, on n'avait pas la même vue. Il fallait braver le froid ce samedi matin pour suivre le guide conférencier Mathias Boudot et le maire de Commarin, Michel Raffaud, sur les traces d'Henri Vincenot. Je vous propose maintenant qu'on parte dans cette direction là-bas. Il y a 40 ans, le 21 novembre 1985, Henri Vincenot nous quittait. Homme de lettres, peintre, sculpteur, journaliste. Jean Madiran disait de lui qu'il faisait partie de ces rares hommes qui ont su unir les 3 forces vitales, intellectuelles, manuelles et spirituelles. Et c'est ici, à Commarin, qu'enfant et adolescent, il passait ses vacances auprès de ses grands-parents maternels. En écho à l'auteur des Étoiles de Compostelle,
le petit groupe chemine en quête de découverte. Marche, marche, tu verras. Et si une halte est prévue à l'église Saint-Thibault, c'est pour parler de Vincenot le sculpteur. Il y a 3 entrées pour l'église. Les 2 autres entrées sont gérées par le château. C'est à Commarin que le temps de la retraite venue, Vincenot s'adonna en grande partie aux arts de la peinture et de la sculpture, essentiellement sur bois, empreinte de spiritualité. C'était surtout des saints, des mises au tombeau, des crèches et des représentations comme ça. Donc vous avez un Saint-Vincent, comme celui-ci, donc, que vous pouvez aller voir au musée de la Bourgogne. Et vous avez une petite figurine qui est aussi au musée de la vie bourguignonne à Dijon. Le paysage de Commarin, c'est celui-ci. Donc vous avez le Mont-Toyau qui est par là-bas, vous voyez, la colline qui est par là-bas. Vous avez le Mont-Roger qui est en face, et derrière, c'est la montagne. Alors on peut dire ça de manière géographique, ou alors on peut dire ça comme le Tremblot dans la Bilbaude. Vous avez le Mont-Toyau, vous avez le Mont-Roger, c'est 2 nichons, et en fait Commarin est dans l'autre cuisse. Henri Vincenot décrit ses grands-mères, ses arrière-grands-mères qui allaient cueillir les herbes magiques au soir de la Saint-Jean pour avoir une pharmacopée domestique tout au long de l'année. Ici, c'était donc le verger d'Henri. Un jour, un matin, c'était 7h15, 7h30, il débarque chez moi. Il me dit « Toi, l'arboriculteur, tu pourrais greffer mes arbres fruitiers. » Je lui dis « Si vous voulez. » Et je suis venu là, lui greffer les arbres qui sont les plus loin au fond, les pruniers là-bas. C'est moi qui les ai greffés. On est juste en face de la maison d'Henri, et Henri passait là tous les matins. On a appelé cette rue la Gazette, en souvenir de ses écrits. Pourquoi, encore maintenant, dès que je tourne la clé dans la serrure, cette même marée de larmes monte-t-elle en moi, incoercible? Ceux qui ont connu Henri, levez la main! Et quand vient le temps du déjeuner au menu empreint des saveurs du terroir, agrémenté de chansons en patois bourguignon, Commarin perpétue le souvenir d'Henri Vincenot, cheminot, écrivain, chef de famille et grand-père, dont on n'oublie rien. Il n'y avait pas d'Henri Vincenot pour nous, c'était Pépère. Exactement. Donc après, on l'a vu parce qu'il passait à la télé, il nous disait « Je passe mes petites chattes, je vous fais un petit clin d'œil ». Voilà, mais nous, c'était Pépère et mes mères. Ou ce qu'il écrit dans ses livres, c'est ce qu'il nous disait. Et il nous mettait en garde sur un certain nombre de choses, sur ce qu'on disait le progrès, les nouveautés. Est-ce que c'est vraiment mieux pour l'humain? Est-ce qu'on va vraiment vers un mieux-être? Il pouvait se mettre dans le rôle de l'écrivain régionaliste, comme il pouvait aussi avoir une autre position beaucoup plus, je dirais, philosophique sur la vie, sur comment bien mener sa vie. Quand un héros belge mondialement connu débarque à Pouilly-en-Auxois, c'est l'effervescence au port de Plaisance. Pas de Sirius, de Caraboujan, de Licorne ou d'Aurore, mais un autre bateau presque tout aussi célèbre, la Bilbao 3333, qui accueillait le jeune reporter et ses amis pour la présentation des bijoux de la Castafiore, édité en patois bourguignon de l'Auxois. Mimilia de Miou de Crélou-Vérou. C'est un héros de 15 ans qui passe allègrement les décennies depuis 1929, tout en continuant à vivre ses aventures dans le monde entier, ou presque. Tintin est immortel. Ses aventures sont traduites en 110 langues et dialectes et vendues à plus de 270 millions d'exemplaires. La Bourgogne n'est pas en reste, avec déjà l'édition des bijoux de la Castafiore en patois dijonnais. Mais il restait encore celui de l'Auxois, un défi à relever pour Nicolas Poussy qui a travaillé la traduction durant 5 années
au sein de son association La Confrérie aux Pinces d'Or. C'est toujours assez difficile de dire pourquoi je suis passionné de Tintin. Il s'avère que quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, on avait 2-3 albums, Astérix, Lucky Luke, Tintin. Et je suis tombé dedans un petit peu comme Obélix dans sa potion magique. Ça me permettait aussi de m'évader, puisque quand on est dans des aventures qui se passent au bout du monde, c'est assez sympa. Et ce soir-là, ce n'est pas sur le Caraboudian que les aficionados de Tintin partaient à l'aventure, mais sur la Bilbao 3333 pour en savoir plus sur notre héros, mais également sur le patois de notre région, son histoire et sa géographie. Le terme d'Auxois vient du latin aliesiensis, enfin, ça dépend de la déclinaison, qui veut dire alésien. Les 3 bourguignons, on l'a dit, c'est le Dijonnais, en patois de Montsélémine, et le 3e, c'est aujourd'hui en patois de l'Auxois. Il en manque encore quelques-uns, il manquerait le Morvan, bien sûr, le Haut-Morvan, pourquoi pas, qui le fera. Et puis peut-être aussi le Louhanais, personnellement j'ai une ébauche, mais il y a des problèmes. Quand Hergé a créé une aventure de Tintin, il est inspiré par diverses choses, des événements, des choses qui lui arrivent dans sa vie, etc. Et là, il a été frappé par un article qui est paru dans Paris Match au début de l'été 60. C'est l'actrice Sophia Loren qui tournait un film à Londres et elle s'est fait voler ses bijoux dans la chambre de son hôtel. Il paraît que Sophia Loren a beaucoup pleuré quand elle a appris le vol de ses bijoux et elle ne s'en est pas remise. Il est cache dedans, le vase que se trouve dessus les mets. Tâchez de vous en repier, mes filles. Oui, mesdames. Voici qui peut-être nos camps volants sont installés. Et peu jardin ben content de nos nouveaux endroits. Parmi les invités, Christian Pellissier, le comédien qui prête sa voix au capitaine Haddock dans la célèbre série télévisée d'animation. Là, vous allez tous comprendre parce que je vais vous le faire en français. Bonsoir. Mais 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords, je ne savais pas que j'allais être obligé de parler en patois. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Ça manque de whisky ici. Alors, Christian Pellissier, vous êtes ici ce soir dans l'Auxois pour un Tintin un peu particulier puisqu'il sera édité en langue, en patois bourguignon. Vous avez interprété un nombre incalculable de fois le capitaine Haddock pour la télévision. Quel effet ça vous fait d'être là ce soir? Moi, je sens beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Les gens sont des fondus de Tintin. Je participe à côté, à l'extérieur d'une certaine famille, donc les tintinophiles. Tintin vous a marqué? Oui, parce que nous, on avait un seul album dans la famille nombreuse, on était 12 enfants, et il y avait un album, c'était Le Crabe aux Pinces d'Or. Et vraiment, le capitaine Haddock m'a énormément marqué dès le départ. Je ne sais pas comment je le faisais, mais je devais donner du cœur à l'ouvrage. Mais alors, quel est son trait de caractère qui vous emporte? C'est un homme, un humain, donc avec toutes ses caractéristiques, tous ces moments et pans de vie qui sont pas toujours confortables. Quelle est l'expression qui vous a marqué le plus? S'il y en a une que vous reteniriez, c'est laquelle? C'est 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Ce soir-là, à la capitainerie du port de Pouilly, sans doute Hergé était-il présent parmi ses héros pour saluer cette nouvelle édition des bijoux de la Castafiore dans une langue qu'il n'aurait peut-être pas imaginée. Grâce à Nicolas Poussy, Tintin avait un nouvel accent. Pour beaucoup, il est le plus beau de nos contrées. Il est vrai que Bligny, depuis plusieurs décennies, éblouit ses visiteurs par un marché de Noël toujours coloré, scintillant, surprenant et permettant de découvrir des artisans et des savoir-faire bien de chez nous. Ils ont été créés au XIVe siècle en Allemagne sous la dénomination du marché de la Saint-Nicolas, avant d'être nommé 2 siècles plus tard marché de l'Enfant Jésus.
Mais il faut attendre notre dernière décennie 90 pour voir s'ouvrir un peu partout en Europe nos marchés de Noël. Et c'est à cette période qu'a été créé celui de Bligny-sur-Ouche, devenu le rendez-vous incontournable des exposants et visiteurs de notre région, et même d'au-delà. Le marché de Noël 2025, c'est le 31e, donc il se passe très bien. Nous avons la chance d'avoir à la fois des exposants fidèles et de nouveaux exposants. Si beaucoup parmi ces 55 exposants viennent des communes avoisinantes, certains arrivent de beaucoup plus loin pour montrer un savoir-faire artisanal, artistique ou même vinicole. Ça fait tout de même 20 ans qu'on vient ici. C'est parce qu'on a une belle clientèle, les gens qui aiment nos produits. On a une gamme de 25 produits, donc on est du sec au moins sec, au vendange tardive. La nouveauté, c'est le nouveau produit, le crément ice. Les glaçons dans le verre, c'est pas pour refroidir le verre, c'est pour donner plus de peps au crément. Donc vous servez le crément qui est à demi-sec. Vous laissez agir les glaçons. Donc là, on est dans les arômes de fruits rouges, fraises, framboises. Vous l'aurez compris, moi qui aime les fruits, je n'ai pu résister à savourer ce délicieux breuvage. Et si nous allions maintenant faire quelques emplettes? Là, on vend des terrines et des pains d'épices. On vend des terrines au cerf, au canard, au lapin et au cochon. Des petites terrines avec des grandes terrines. Et puis c'est tout. Après les dégustations, un peu de lecture serait la bienvenue. Je suis ingénieure de formation et de métier. Je travaillais pendant 9 ans dans l'industrie métallurgique. Et en 2022, je me suis lancée en tant qu'auteure illustratrice. Et depuis, j'ai publié une vingtaine de livres, tous genres confondus. Ça va de 3 ans à 107 ans, comme je dis toujours. C'est la 2e année que je viens au marché de Bligny-sur-Ouche. Et c'est toujours une joie. Ce qu'il y a de nouveau, ce sont les très belles décorations de Bligny, qui ont été réalisées en grande partie bénévolement par les employés Laurent et Julien, qu'on remercie de leur travail. 1, 2, 3. Regarde, il y a écrit Noël sur celui-là. Un décor aux couleurs d'opaline, d'azur et de garance qui aura su ravir les 2000 visiteurs de ce marché de Noël à Bligny. Pour ma part, c'est au nom de l'équipe de TV Auxois que je trinque. À votre santé. Retour en novembre avec l'hommage rendu à l'ancien premier édile de Veilly, Marcel Leschenot, par le maire actuel Daniel Barbier, la population du village et nombre d'élus de communes avoisinantes en partenariat avec notre communauté de communes. À l'initiative de Daniel Barbier, maire actuel de Veilly, familles, habitants et élus ont rendu hommage à Marcel Leschenot, qui fut maire du village 28 ans durant, et cela sous l'œil bienveillant du célèbre tilleul, vieux de 400 ans. Je souhaitais rendre un hommage à Marcel, engagé pour notre commune depuis 1971 jusqu'en 2008, soit 37 ans de dévouement. J'ai donc soumis l'idée au conseil de nommer ce lieu, là où nous sommes, Espace Marcel Leschenot, et d'y planter ici le tilleul hommage offert par la communauté de communes. Cet arbre représente le symbole de notre village. Marcel est né le 1er mars 1936 à Veilly et y est décédé le 18 avril 2025. Marcel entra au conseil municipal en 1971 comme conseiller municipal sous l'égide de Lucien Guimard en 1983. Marcel devient le premier adjoint de M. Henri Selnet, puis maire de la commune de Veilly en 1987, suite au décès de ce dernier. Il n'eut de cesse, durant tous ses mandats, d'améliorer la commune et le quotidien de ses concitoyens. Marcel a contribué à faire connaître notre charmant village en dehors de notre canton de Bligny-sur-Ouche. La commune n'est pas bien riche, mais Marcel a toujours géré celle-ci en bon père de famille, comme on dit. Voilà comment était Marcel. Simple, discret, au service de sa commune et de ses habitants. Ainsi, j'ai l'honneur, au nom du conseil municipal et de tous les Vidéliens et Vidéliennes, d'inaugurer, en mémoire de Marcel, ce lieu
Nous sommes présents. Espace, Marcel Lechnou. Puis, Yves Courteau, président de la communauté de communes Pouilly-Bligny, a retracé la période durant laquelle il a côtoyé l'édile, en insistant sur la valeur morale et l'engagement de celui qui n'hésitait pas à relever les manches pour entretenir et valoriser sa commune, ainsi qu'entreprendre les mutations nécessaires pour les villages de notre territoire. Et pour clore la cérémonie, la famille a symboliquement recouvert de terre le pied du tilleul, planté auprès de son illustre ancêtre, symbole de la commune. Ils ont 1 an d'existence et le talent déjà bien ancré. Les membres de l'association Touche à tout art ont inauguré à Bligny une fresque riche en couleurs avec l'objectif premier d'établir un lien entre les habitants. L'association bélinéenne souhaite aussi réunir différentes formes artistiques qui permettront d'embellir la commune. Marilyn a créé le blason de Bligny en mosaïque installé sur le fronton de la mairie. Par la suite, l'idée est venue de créer un collectif pour embellir le village de façon artistique. Dans notre fresque, on retrouve une jeune fille aux cheveux bleus, comme la rivière de Louche. Elle lit un livre, petit clin d'œil à la cabane à livres. La fresque évoque également l'espace trail, avec ses randonneurs, ses trailers. Il y a plein d'autres détails à venir admirer de plus près. Appel à tous les créatifs de notre territoire. Vous pouvez rejoindre notre association pour participer à nos futurs projets artistiques qui embellissent Bligny-sur-Ouche et les environs. À l'appel des jeunes agriculteurs de Côte d'Or et de la FDSEA, une quarantaine d'agriculteurs s'étaient donné rendez-vous à la croisée des autoroutes A6 et A38, contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur pour une opération péage gratuite, avant d'occuper durant quelques heures le rond-point de Créancé. En cette fin décembre, c'est sous le regard impassible de notre belle charolaise du rond-point de Créancé que les agriculteurs de l'Auxois, à l'appel de 3 syndicats agricoles, ont exprimé leur colère attisée par la tournure que prennent les négociations du traité du Mercosur. Leur leitmotiv: occuper l'espace médiatique et faire bouger les positions du gouvernement français et de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui on est sage, c'est un message d'avertissement. Par contre on peut aller lever une barrière, je veux dire ça n'a jamais tué personne, ça fera du bien à ceux qui y arrivent là. À partir du 1er janvier, enfin du 2 janvier, il faut qu'on se mobilise tous, il faut qu'on ait une unité syndicale pour qu'on fasse plier ce gouvernement et puis l'Europe. Après avoir levé le barrage en fin d'après-midi, les manifestants, à les entendre, sont repartis plus motivés que jamais pour de nouvelles mobilisations en janvier. Blancé est l'une de nos plus petites communes de la communauté de communes et cependant détentrice d'une histoire riche. Qui plus est, offrant au regard un paysage merveilleusement vallonné et verdoyant. Un thème naturellement inspirant pour un peintre du début du XXe siècle, Auguste Malard. Ses œuvres picturales consacrées à Blancé ont été réunies pour la première fois dans la mairie, histoire de remonter les années et de partager des instants de convivialité entre Blancéens. Aux confins de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, Blancé est un petit village enclavé entre 2 montagnes. Ici, seul le passage de quelques tracteurs et le chant des coqs semblent rappeler que le temps n'est pas figé. Et lorsque ressurgit du passé des illustrations plus que centenaires, les histoires du passé se conjuguent pour ranimer la mairie et faire surgir étonnement et souvenirs d'une époque pas si lointaine. Mais remontons le temps jusqu'au début du siècle passé avec une maison qui abritait un certain artiste peintre, Auguste Malard, aujourd'hui propriété de Jean-Yves et Louisette Mauger. On est à Blancé, devant la maison où Auguste Malard a habité. Il venait ici en résidence secondaire alors qu'il habitait à Dijon. Il est né en 1885 et décédé en 1965. Ce peintre a beaucoup travaillé avec le Clodo, qui lui est reconnu principalement en Chine. Monsieur Malard, lui, a participé à l'Essor. C'est la plus vieille association de Dijon, si je ne me trompe.
Une association qui répertorie un petit peu tout ce qui est culture, peinture, etc. Grâce à ses amis de l'Essor, l'Union des artistes bourguignons, Malard s'essaye à la peinture en plein air. La vallée de l'Ouche l'inspire, tout comme ce mur en auxois et d'autres paysages qu'il affectionne lors de ses voyages. Mais Blancey, où il aime se ressourcer, devient pour l'artiste une source d'inspiration. Première étape d'un devoir de mémoire que souhaite pérenniser la mère Magali Herbert et Anne-Laure Belin, qui préside l'association La Trémontaise. Déjà, des souvenirs des années 80-90 remontent à la surface, grâce à Micheline Collet, qui a fait don à la commune d'un album photo conséquent sur les événements marquants de Blancey durant cette période. J'ai vraiment été sensible à ce que M. Malard a fait, a réalisé. C'est vraiment un petit trésor pour notre village et je suis très émue quand je regarde ces tableaux. Ces tableaux, probablement réalisés dans les 3e et 4e décennies du XXe siècle, retrouveront leurs propriétaires, en majorité des habitants de la commune, qui ne comptent plus que 66 âmes. Peut-être un jour, Blancey retrouvera-t-elle sa démographie d'antan, comme en 1806, lorsque 276 habitants y vivaient. 8000 km séparent Chailly-sur-Armançon de Cayenne, chef-lieu de la Guyane. Et pourtant, un lien les réunit. Bernard nous le dévoile à travers son reportage tourné de part et d'autre de l'océan. Chailly-sur-Armançon, petite commune rurale de la Côte d'Or, dont les 280 habitants bénéficient du climat océanique altéré, dit-on à Météo France. Située au-dessus du 45e parallèle, il y fait chaud l'été et froid l'hiver. Parmi ces sites remarquables, le château du XIIe siècle, devenu après le rachat par le japonais Yasuhiko Sata, l'un des plus beaux hôtels golf de France. À 7000 km au sud-ouest de Chailly, Cayenne est le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane. Ici, les 127 000 Cayennais ne craignent pas le soleil. Situé à 4 degrés nord, le climat est équatorial, avec une température moyenne de 26 degrés. Située entre océan Atlantique et forêt amazonienne, la ville bat au rythme de ses habitants arc-en-ciel, entre peuples autochtones amérindiens et bushinagés, mais aussi métropolitains, chinois, mongols, libanais, haïtiens, des voisins brésiliens et surinamiens. Alors, quel rapport existe-t-il entre ces deux communes que rien à proprement parler n'associe ? Bernard Collet, bonjour. Il a fallu une rencontre improbable alors que j'étais invité aux 13h du journal télévisé de Guyane, présenté par la journaliste Catherine Boutet. L'invitant à une rencontre à Paris, Catherine me dit alors qu'elle se rendait plutôt dans un village que je ne pouvais connaître, Chailly-sur-Armançon. Je suis guyanaise, je suis née en Guyane, ma mère est guyanaise, j'ai grandi ici, je travaille ici, je suis journaliste. Mais mon père est métropolitain et sa famille maternelle était de Chailly-sur-Armançon. Donc régulièrement, quand on partait en vacances, à peu près tous les 2 ans, on allait à Chailly, dans la maison de ma grand-mère, puisque ma grand-mère y avait pris sa retraite. Une petite maison qui était en face d'une maison, peut-être que ça parlera à certains, de la famille Renard. Et on allait voir Yvonne et Roger qui étaient en face du petit cimetière de Chailly, sa sœur Madeleine qui avait à l'époque un sanglier. Et c'est toute mon enfance Chailly. On n'y passait pas un mois, on y passait peut-être 2 semaines régulièrement avec ma grand-mère. Et j'en garde un très bon souvenir et je suis un peu de Chailly en fait. Il y a 11 ans, j'y suis allée, je peux dire, en pèlerinage avec une petite fille avec qui je jouais quand j'allais à Chailly, que j'avais retrouvée via les réseaux sociaux. On ne s'était pas revus depuis 30 ans. Et ses parents avaient à l'époque la maison mitoyenne de ma grand-mère. Alors, mes oncles et tantes ont vendu la maison de ma grand-mère et ses parents ont vendu la maison. La maison est par là. Là, c'est la maison des Renards. Et là, je crois que c'était l'école. Et la mairie. Et la mairie, voilà. Mais voilà, c'était l'école qui, je crois, à un moment avait fermé parce qu'il n'y avait plus assez d'enfants. Mais c'était l'école et la maison de ma grand-mère, elle est par là.
Mes parents me laissaient me balader. J'allais me balader dans la campagne. Il y avait des champs de blé un peu plus loin. Et je ne sais pas, j'aimais bien me promener dans la zone. Derrière, il y avait le verger qui appartenait à ma grand-mère. Il y avait des moutons, des pommiers. Enfin, j'aimais bien en fait. Là, regarde. C'est devant. C'est le petit jardin qui est sur le côté de la maison. Ah oui, ma grand-mère plantait des fraises. Et on était dans une maison où il y avait mes arrière-grands-parents qui sont tous les deux nés à Chailly, qui avaient connu des générations et des générations de personnes, de mes aïeux. Et donc c'était chargé en fait, c'était fort. Là c'est ma grand-mère, mon père, mon grand-père. Ça fait partie de moi en fait. Chailly, ça fait partie de moi. Dans ses souvenirs, une seule ombre au tableau, empreinte encore de tristesse et d'incompréhension, malgré les années écoulées. Quand je suis retournée en 2014 avec mon ami d'enfance, on était très émus. Et en voulant faire demi-tour pour repartir à Dijon, on a fait demi-tour devant quelques maisons. Il y a une dame qui nous regardait fixement. Et j'ai fait la remarque à mon amie, je lui ai dit, si ça se trouve, elle a connu tes parents, elle a connu ma grand-mère, enfin, c'est quelqu'un du village. En plus, on était pleine d'émotions et la dame m'a regardé moi. Et elle m'a, bon, je ne vais pas dire ce qu'elle m'a dit, mais ça m'a beaucoup émue parce qu'elle m'a insultée et c'était un peu gratuit. J'avoue que ça a un petit peu gâché la fin du séjour parce que j'étais tellement contente d'être revenue sur les traces de ma famille, de ma grand-mère, de mon père, que ça m'avait un peu émue. Et tu préfères Chailly ou Cayenne? Ah ben non, mais là, Cayenne j'y vis, j'y ai grandi, c'est différent, mais Chailly fait partie de moi. Donc je ne peux pas dire, j'ai pas vécu à Chailly, mais j'y suis très attachée. J'ai une partie de mon cœur à Chailly, en fait. De la part de Bernard, Patrick, Dylan, Jean-Claude, Aïdane, Jeanne, Isabelle, Gérard, Marion, moi-même ainsi que tous nos collaborateurs d'un jour, nous vous renouvelons tous nos vœux pour 2026. Et si vous aimez les métiers de l'image et rêvez d'être reporter, quel que soit votre âge, votre niveau de compétence, devenez nos correspondants locaux et rejoignez notre équipe de production. Il vous suffit pour cela de nous écrire à cette adresse mail. Vive l'hiver avec TV Auxois!